Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, seconde ou deuxième partie, nous verrons bien, de ce récit de voyage, mon premier récit de voyage. Et oui, vous êtes un petit nombre à m'écrire, vous dites beaucoup eux ou tu dis beaucoup eux, alors effectivement je dis beaucoup eux, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer ce récit. Nous nous étions arrêtés au moment où mon ami Shinichiro est venu me chercher à l'arrêt minute, enfin au parking souterrain on va dire de l'aéroport de Narita, étouffé par la chaleur ambiante et ces espèces d'odeurs étranges que j'ai toujours en mémoire, la mémoire olfactive dans mon cas, mais dans le cas de beaucoup d'humains je pense, ou de canidés. Peut-être suis-je un mélange des deux? Non, je ne crois pas. En tout cas, j'ai encore en mémoire ces odeurs-là, ces visions, ces couleurs aussi. C'était juste avant les années 90, donc on était encore dans des panels de couleurs assez jaune, marron, gris, beige et tout ce que vous voulez, et c'est vrai que la voiture de mon ami était marron, c'était une espèce de break, c'était avant la mode des cubes, des voitures cubiques qui sont arrivées un peu plus tard, dans les années 90, j'ai vu leur apparition. Alors il y avait des espèces de breaks, c'était un Isuzu, le sien, et qui ressemblait à peu près à ce qui allait arriver plus tard, mais qui était encore un peu plus rond, avec des grandes portes coulissantes sur le côté. Il faut savoir que ce camarade avait une centrale d'achat, un magasin professionnel, on va dire, de produits d'animés, etc. Et qu'on s'était connu par le biais d'un catalogue que je m'étais procuré à Paris, dans une librairie qui importait un peu de produits japonais. J'avais acheté je sais plus quel était le magazine de prépublication que j'avais acheté, et il se trouve qu'à la fin il y avait des bons de commande. J'avais tenté ma chance, j'avais commandé des choses, j'avais juste reçu un catalogue qui m'avait coûté très cher, que j'avais acheté par correspondance en envoyant de l'argent liquide. C'était totalement improbable, mais je l'ai fait. Et j'avais reçu ce catalogue qui m'avait coûté très cher, et dans lequel, c'est un peu comme le magazine Preview qui est arrivé après, qui était un magazine dans lequel on pouvait commander dans les années 90 et début 2000 des produits à peu près du monde entier, mais au début c'était plutôt des produits américains. Et voilà, il se trouve que Shinichiro m'avait répondu une lettre absolument sympa, il m'avait même envoyé de l'argent qui était en trop pour la première commande que je lui avais faite. Je sais plus du tout ce que c'était que j'avais commandé, je crois que c'était des cellulos ou un truc comme ça, enfin peu importe. Et des disques, j'avais commandé des 45 tours aussi, que j'ai toujours quelque part, d'ailleurs, faut que je les retrouve absolument. Nous voici donc partis dans sa voiture, et je découvre, sorti de Narita, et les premiers paysages, voilà, avec émotion, et ils étaient en train de me parler, enfin, Shinichiro était en train de me parler, son camarade me parlait beaucoup moins parce qu'il parlait pas du tout anglais. Et comme à cette époque-là, je baragouinais 3 phrases et demie de japonais, c'était un petit peu compliqué. Et nous avons fait un peu plus d'une heure de route. Il m'avait réservé, pardon, un hôtel, un business hôtel vers Ginza, là-bas, sur les îles artificielles, qui est un peu après. Et je me suis rappelé du nom de cet hôtel toute ma vie, je me rappelle toujours, Urashima. C'était un business hôtel comme il en existe des centaines, des milliers, voire plus au Japon, c'est-à-dire une espèce d'immense building avec des petites chambres individuelles pour des hommes d'affaires qui viennent en général tout seuls, et c'est des espèces de couloirs. En fait, quand vous entrez là-dedans, vous avez la salle de bain, toilette sur la gauche, un peu comme dans certains appartements très 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 bon marché, comme ceux que j'ai pu louer un peu plus tard. Et vous continuez une espèce de couloir, là sur la droite vous avez un bureau très étroit, avec une télévision un peu en hauteur, un petit coin avec une petite bouilloire, du café, du thé, et puis un bloc-notes, et de l'autre côté un petit lit en coin. Voilà, ils sont à peu près tous faits sur le même modèle dans tout le pays. Enfin là, je le découvrais, alors j'étais absolument fasciné par tout ce que je voyais, et surtout par cette route, cette immense route que je voyais, ces espèces d'autoroutes, des échangeurs, les premiers panneaux, les choses que vous voyez que vous n'imaginiez pas, ou alors que vous imaginiez peut-être beaucoup trop, et puis cette odeur de climatisation dans la voiture, cette odeur de cigarette aussi, parce que nous étions trois
trois jeunes hommes, enfin eux plus hommes et moi plus jeune, on va dire, à fumer clope sur clope, et puis moi je commençais à apprécier la délicate fumée bleue des Might 7 Charcoal Filter que j'avais acheté en paquet souple et que j'ai conservé en paquet souple. J'ai fumé en paquet souple pendant les 28 ou 29 ans, enfin pendant toutes les années qui suivront, peu importe. Et nous sommes arrivés, avant d'arriver à cet hôtel, par une petite étape, juste à côté du grand pont qui me menait vers mon hôtel, qu'on a pas mal traîné entre-temps, et je commençais à avoir un peu faim, et eux aussi, visiblement, ils avaient travaillé très tôt le matin. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant de ceci. Il faut savoir que c'était une des premières fois de ma vie que j'allais en manger, parce qu'à part certains restaurants très 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 chers de Paris et un à Bordeaux, eh bien nous n'avions en France pas la possibilité de manger de sushi à cette époque-là, et c'est pas forcément un mal, parce que maintenant que je suis rentré en France là pour quelque temps, j'ai eu l'occasion de goûter un peu les sushis tels qu'ils sont servis. Eh bien, fuyez, pauvre fou, fuyez, un conseil. En tout cas, là, c'était la première fois que j'allais manger quelque chose sur place. Je me rappelle de ce petit restaurant, on s'était garé, voilà, hop, juste à côté. Il y a eu une deuxième vague d'énormes chaleurs du mois de juillet qui m'a littéralement cloué sur place. Il y avait peut-être 10 mètres à faire entre la voiture et le restaurant, et on est allé manger là-dedans, on est rentré, il y a la climatisation à fond qui m'est tombée dessus, et que j'ai trouvé extrêmement agréable pendant 5 secondes, pas minutes, et ensuite qui m'a complètement plié en deux. J'ai adoré ce que j'ai mangé, bien entendu. J'ai adoré aussi le fait de pouvoir avoir ce petit espace privé comme ça dans ce petit restaurant. Encore une fois, ça se faisait pas du tout. Il y avait quasiment aucune importation de ce décorum à la japonaise, et c'était un moment absolument délicieux. On est sorti de ce restaurant, il m'a montré une station de métro. Alors je connaissais absolument pas le métro de Tokyo, ni le système des transports en commun au Japon, donc j'avais juste eu une petite idée en trouvant une brochure qui était un guide absolument obsolète, qui datait du début des années 80, et dans lesquels on parlait, alors c'était une petite brochure comme ça que j'avais acheté chez Mola à Bordeaux, et dans lequel on parlait un peu des transports en commun, de la façon de prendre le métro, les bus, les trains, etc. Sachant qu'à cette époque, il y avait très 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 peu de panneaux en romaji, donc en caractères occidentaux, et qu'il fallait essayer de déchiffrer. Alors j'avais amené aussi un petit précis pas de traduction, mais un alphabet, voilà, merci de me rappeler à moi-même, avec katakana, hiragana, et puis quelques kanji essentiels que j'ai vite assimilés pour ma survie, sortir, rentrer, enfin toutes ces choses-là, ceux qui sont déjà installés là-bas savent ce dont je veux parler. Ils m'ont montré la station de métro qui était juste à côté, la ligne Oedo, donc la ligne violette, et c'était la station Morishita. C'est les premiers kanji que j'ai, assimilés. Le kanji de forêt avec les 3 petits arbres, et puis Shita, cette barre avec le dessous, et sous la forêt, paf, et je dis, ok, je me la suis assimilée. Alors je paniquais un peu, parce qu'il m'expliquait qu'en fait, elle était à cheval sur 3 lignes, mais qu'il fallait que je prenne la ligne Oedo, parce que la ligne Shinjuku, il y avait un changement, machin, et tout ça commençait à résonner dans ma tête de façon totalement improbable. Voilà, j'ai photographié ça à l'intérieur, parce que prendre des photos réelles, ça coûtait cher. J'avais amené mon appareil photo, qui était un bel appareil photo, qui était un Nikon, avec plein de pellicules. Mais voilà, je me suis dit, il faut quand même que j'essaie d'économiser un peu sur la péloche, ce qui était totalement débile, puisque au Japon, j'ai très 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 vite éclaté les 5 rouleaux que j'avais amenés, je vous rassure. Et j'avais amené que du noir et blanc, parce que dans ma tête, de Beaux-Arts 2, un peu débilos, je pensais que j'allais me taper que des trucs en noir et blanc. Et puis, quand vous arrivez pour la première fois dans un matsuri, dans un festival, par exemple, vous dites, ouais, non, pas avoir de couleur, c'est peut-être pas une bonne idée. Et vous vous dites, je le montrerai pas à mes amis des Beaux-Arts, parce qu'ils vont, non, je vais le montrer à ma maman. Non, en fait, c'est totalement idiot. Et c'est l'âge auquel on s'empêche de
comment dire, d'apprécier les choses pour coller à cette espèce d'étiquette. Voilà, faut savoir que physiquement, pour planter le décor à cette époque-là, comme je l'étais toute ma vie, j'étais épais comme un coucou. Oui, je sais, ça a beaucoup changé depuis, mais ne me jugez pas, c'est la vie qui en a voulu comme ça. J'étais pas encore le gros cul que je suis aujourd'hui, j'étais même plutôt une espèce de phasme, voilà, que j'ai été jusqu'à mes 47, 48 ans, on va dire, peu importe. Une espèce de grand type avec des cheveux longs et teintés en couleur, avec les tempes rasées, des piercings absolument partout, des tatouages qui commençaient à fleurir aussi, et puis des fringues improbables. Voilà, donc ce qui tranchait pas mal avec mes camarades qui eux étaient plutôt petites chemisettes attachées jusque-là, comme moi aujourd'hui, vous voyez, c'est joli, c'est un style que je me donne. Et j'ai des porte-badges toujours accrochés ici, un porte-briquet à côté, enfin c'était... Voilà, on dénotait pas mal, mais voilà, c'était... Je sais que c'était une époque aussi où certains quartiers encore de Tokyo connaissaient, avaient l'habitude de voir des étrangers passer Roppongi, bien sûr, Shinjuku dans certains quartiers, mais là où on commençait à aller, c'est-à-dire dans ces quartiers un peu périphériques, c'est vrai qu'on se sentait parfois un peu dévisagé, mais j'ai jamais trouvé ça forcément désagréable, sinon j'aurais pas fait autant d'efforts pour me distinguer du commun des mortels. Voilà. Nous avons mangé, nous sommes donc repartis, il m'a montré la station, on est allé à l'hôtel, je vais déjà décrire l'hôtel, j'ai sorti mes valises, et puis vers 15-16 heures, ils sont venus me chercher à nouveau, ils avaient des choses à faire. Moi j'avais allumé la télévision en attendant et je commençais à zapper, comme disaient les vieux, sur les chaînes de télévision qui n'en finissaient jamais. Voilà, alors qu'à cette époque-là, en France, on avait 6 chaînes. Et je regardais, je zappais, je regardais les publicités, tout me semblait tellement merveilleux, tellement fou, et puis je comptais mon argent. Alors j'étais pas hyper riche, mais j'avais quand même pas mal économisé parce que c'était, je le pensais à cette époque, une occasion unique pour moi de voyager dans ce pays, et l'avenir me dira que non, mais et je n'avais qu'une idée en tête et qu'une envie, c'est aller dépenser cet argent, mais tout seul. Et en même temps, ça me terrifiait, parce que je savais que j'allais vraiment galérer pour me débrouiller, pour me repérer dans cette ville. Je suis en train de me rendre compte que ça ne sera pas la seconde partie, mais la deuxième, parce que ce premier voyage a duré 37 jours. Oui, c'est ça, un mois et une semaine, 5 semaines. Donc ça risque d'être très long. Allez, je vais vous raconter la fin de la première journée, et ensuite on se retrouvera pour une troisième partie. Ils sont venus me chercher, on est allé dans leur magasin, alors qui était dans j'ai oublié le nom, un petit quartier qui est juste à côté de Akihabara, qui est un quartier vraiment pas cool, où il n'y a rien de particulier à faire, il y a uniquement des entrepôts, des petites ruelles, enfin à cette époque-là, des vieux magasins, il y avait un artisan fabricant de tatami juste à côté, ça sentait bon, ça sentait la paille et tout, c'était vraiment chouette. C'est beaucoup mieux, j'ai habité plus tard près d'une fabrique de tofu, et je peux vous garantir que ça pue. Là non, ça c'était très bon, il y avait leur entrepôt avec des cartons partout, des cartons de jouets, de jeux, de figurines, de cartes, de machins comme ça, c'était absolument passionnant. C'est certainement eux, je pense, qui m'ont donné envie plus tard de faire commerce et de monter des boutiques, mais c'est même eux qui m'ont donné, puisque je suis reparti avec un énorme stock que je me suis fait envoyer et que j'ai vendu à mes camarades Beaux-Arts 2 et mes camarades Punk de l'époque. Enfin, ça c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Et donc on a passé cet après-midi avec eux, ils m'ont montré plein de choses, j'étais totalement fasciné, une espèce de petit local dans un faux étage avec des vieilles figurines de collection, des vieilles figurines de Godzilla, des trucs comme ça que j'ai trouvé, qu'est-ce que c'est que ce beans. Et puis ensuite nous sommes partis pour boire un coup ensemble, et on est reparti en voiture, et ils m'ont emmené à Yokohama, où ils m'ont fait rencontrer, alors ça c'est une particularité mondiale, qui n'est donc pas une particularité, qui est quelque chose qui m'insupporte un peu, mais bon, peu importe. On s'est perdu de vue depuis, un ami français, Jean-Paul, qui habitait au Japon depuis plus de 30 ans, qui était devenu totalement japonais, qui était un ouvrier du bâtiment, qui bossait sur les chantiers, qui est absolument pas un garçon qui était venu travailler dans l'interprétariat,
pas la banque, l'école, l'enseignement ou quoi que ce soit, il s'était vraiment glissé dans la population à une époque où ça se faisait pas beaucoup, on va dire fin des années 60, je crois, ou milieu des années 60. Il s'était marié, voilà, père de famille, et on était allé boire des coups avec lui. Alors il n'avait pas parlé français pardon, depuis longtemps, c'était assez marrant. Et dans une espèce de izakaya assez improbable où on avait vidé des énormes pintes en mangeant des choses absolument merveilleuses qui m'ont aussi marqué. Je sais quoi, qu'est-ce que c'est. C'est encore l'époque où je me trimballais tout le temps avec des petits carnets pour y faire des croquis, des petits dessins, des notes. Bon, je le fais plus maintenant à cause de cette saleté de téléphone portable. Mais voilà, j'ai passé une soirée absolument charmante et puis je ne connaissais pas les habitudes japonaises de boire très très vite et beaucoup et de rentrer très très vite chez sa maison. Et je suis parti un peu bourré avec la promesse de se revoir. Il m'avait donné son numéro de téléphone. Alors à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de portable, mais il y avait les fameuses cabines téléphoniques vertes qu'on trouvait absolument partout, qu'on trouve encore un petit peu. Et là, en juin, quand on a déménagé, je me suis rendu compte qu'ils avaient entièrement refait la place à côté de chez nous, au Mori. Dans le sud, enfin dans la baie de Tokyo, et qui avaient conservé une cabine téléphonique fonctionnelle, puisque je suis allé vérifier qu'elle marchait. Enfin à cette époque-là, on avait que ça pour appeler. Les convenience stores avaient des cabines à l'intérieur, mais il y avait plein de cabines partout dans les rues et tout. Et ce Jean-Paul m'avait donné son numéro de téléphone, mais je ne l'ai pas rappelé de suite, on s'est revus bien plus tard. Enfin peu importe. Ils m'ont ramené, j'étais un petit peu bourré, je pensais qu'ils allaient me ramener quand même jusqu'à Urashima Hotel, et puis non, en fait ils m'ont largué à une station de métro, et j'ai donc pu tester ma capacité de repérage dans ces galeries souterraines absolument tentaculaires que je découvrais pour la première fois. J'ai réussi à m'en sortir, je ne sais pas comment, sûrement même grâce à ce petit plan que j'avais du métro, avec les couleurs des trucs, puis je me focalisais sur ces deux kanji, les trois petits arbres, et puis le petit truc en dessous, Morishita. J'étais sur la bonne ligne, c'était la bonne couleur, c'était la ligne violette, et je suis arrivé à cette station, je suis sorti. Et là, j'ai marché, j'ai traversé. Il y avait ces immenses immeubles qui étaient certains en construction encore. J'ai traversé le pont à pied, il y avait quand même une sacrée distance. J'ai marché pendant un quart d'heure, 20 minutes, et là, je suis rentré pour la première fois de ma vie dans un convenience store japonais, parce que j'étais déjà allé aux États-Unis, mais là, jamais. Un Sankas, espèce de cas avec des bottes qui marchaient comme ça. Je crois que ça n'existe plus, mais... Et bien, j'avais mon premier billet de 10 000 yens, et je suis rentré. Je me suis acheté de quoi me taper un petit déj. Je sais plus ce que j'ai acheté. Je me rappelle avoir acheté une espèce de boisson avec du jelly crush à l'intérieur, des jelly écrabouillés à la pêche pour goûter, parce que la couleur était tellement rose que je me dis que ça ne pouvait être que infernal. J'avais pas tort. J'avais pris une paire de bières aussi pour finir la soirée, un petit sachet de bretzel écrasé, et puis une bouteille de thé, une bouteille de flotte, voilà, et j'ai payé. Et avec le cœur serré, parce que je me dis, si jamais il me demande un truc, je serais incapable de répondre. Mais j'avais mon petit sac, j'étais content, je suis remonté à mon hôtel, je sais plus, j'étais à un étage improbable. Je suis rentré dans mon hôtel, je me suis débarrassé de mes oripeaux collants parce qu'il faisait une chaleur infernale. Je commençais à avoir une petite crève naissante à cause de la clim. Et puis je me suis déboîté mes 2 bières en m'endormant sur mon lit. Ce fut la fin de ma première journée, et je vous raconterai les suivantes parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Je sais que c'est pas passionnant, mais ça me fait du bien peut-être de vous en parler. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, on se retrouve demain certainement pour la 3e partie, et il y en aura peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 37 comme le nombre de jours où je suis resté. Allez savoir. Allez, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et puis je vous dis à très bientôt. Matane.